Bonjour. Et je pense que comme la plupart des speakers que vous avez vus aujourd'hui, je suis très très content d'être là avec vous. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on ne s'est pas rencontrés, ici ou ailleurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Redis et essayer de vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez peut-être pas autour du Redis, en parlant justement partant du clé valeur vers le multimodèle, en me concentrant principalement sur une démonstration. Et je me présente. Donc je suis, pour les personnes qui me connaissent, c'est trop tard. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je suis Tugdual Algral. Et quand j'ai soumis le papier, je travaillais chez Redis. Donc j'ai soumis un papier autour de Redis, qui a été accepté en 2019, 2020, je ne sais plus. Et maintenant, je travaille chez GitHub, mais je me suis dit que c'était malgré tout intéressant de partager mon expérience sur Redis avec vous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ça, et c'est pour ça que j'ai un t-shirt GitHub et non pas un t-shirt Redis. Et j'ai eu différents rôles dans les différentes boîtes qui sont entre un petit peu de développement, beaucoup de product management, beaucoup de dev relations. Et maintenant, je suis solution engineer chez GitHub, c'est-à-dire que j'aide les entreprises qui choisissent GitHub Entreprise à l'acheter, ou je ne les aide pas à l'acheter, mais je suis là pour les vendre GitHub Enterprise et expliquer quelle est la valeur. Mais aujourd'hui, je vais donc vous présenter de Redis. Alors je pense que qui est-ce qui utilise Redis aujourd'hui? Donc il y a quand même pas mal de monde. Donc Redis, c'est une base de données qui a été développée en open source, qui existe depuis 2019, et je dis bien une base de données, et qui s'est concentré sur un objectif qui était la performance. C'était vraiment être très 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 rapide dans la plupart des use cases que vous allez mettre en place. Mais le premier objectif, c'est de fournir une API qui est simple et qui va vous permettre d'avoir des très très bonnes performances, la latence d'accès à la base de données le mieux possible. Donc, projet open source, écrit en C++, développé par Salvatore en 2009, et la façon dont il a développé cette base de données, c'est qu'il travaillait sur un projet, je crois, dans les telcos, c'est un freelance, et il avait besoin d'un espace de stockage pour partager des configurations, et il ne trouvait pas dans les projets qui existaient ce qui lui plaisait, donc il a créé cet outil, et vous pouvez voir sur github.com le projet open source, et également redis.com, qui est l'entreprise qui fournit Redis Enterprise. Donc, la particularité de Redis, c'est que c'est une base qui s'appuie originellement sur du clé-valeur, c'est-à-dire que vous allez avoir une clé qui va vous permettre de stocker une information et une valeur qui est associée, donc un identifiant de session, par exemple, et la session qui est derrière. Et ce qui est particulier depuis le début, c'est qu'il y a plusieurs structures de données, et ça s'est enrichi d'ailleurs, donc il y a 10 structures que vous voyez, que ce soit la chaîne de caractères, des bitmaps, des bitfields, des hashes, des listes. Donc vous avez différents types de données que vous allez pouvoir manipuler dans la base de données en fonction de vos besoins fonctionnels. Si vous avez envie de représenter quelque chose qui est compliqué, qui est une liste de clés-valeurs derrière une clé, c'est-à-dire derrière un email ou un user ID, un nom, un prénom, une date de naissance, un email, vous allez utiliser par exemple un hash qui va vous permettre de représenter ça. Si vous avez besoin de représenter une liste d'une certaine façon, qui soit triée ou pas, utilisez soit une liste ou un set ou une sortie de set. Chacune de ces structures de données dans Redis vient avec des opérations qui sont associées. Alors, si je reviens sur mon CV un petit peu, vous voyez, j'ai travaillé dans plusieurs bases de données, un peu de relationnel avec Oracle et pas mal de NoSQL avec Couchbase, Mongo, Mapper qui fait du... je ne me souviens même plus de la base de données dans Hadoop, mais bon. Donc plusieurs bases de données NoSQL. Ce qui est important, c'est que chacune de ces bases de données va avoir son propre langage d'interrogation et de modification de données. Et c'est le cas de Redis, c'est-à-dire que Redis a un certain nombre de commandes qui va vous permettre d'interagir avec la base de données. Par exemple, je vais cliquer ici. Vous avez l'ensemble, les commandes, c'est-à-dire que si vous cherchez une structure de données en particulier, les listes par exemple, vous allez voir les commandes qui sont associées à cette liste. Alors je vais prendre le plus simple, les chaînes de caractères. Si vous voulez faire un set d'une chaîne de caractères, vous allez avoir la documentation qui va vous dire, vous mettez cette clé valeur.
d'autres paramètres. Et ce qui est intéressant, vous voyez, il y a le time complexity, parce qu'en fait, l'objectif de Redis étant la performance, ça va vous donner la complexité de l'opération pour bien vérifier quand vous allez travailler à l'échelle, à avoir des millions d'opérations par seconde. Alors si vous avez quelques milliers d'opérations par seconde, il n'y aura pas de souci, mais quand vous commencez à avoir des grosses performances et un gros nombre d'utilisateurs, connaître bien l'opération qu'il y a derrière est importante, en tout cas sa complexité. Donc pour chacune des structures de données, vous allez avoir un ensemble d'opérations pour sauver, pour modifier, pour effacer, pour requêter, en fonction des besoins. Ça fait que ça a été très utilisé comme cache. C'est performant, c'est simple, et ça a plusieurs structures de données, donc souvent on va utiliser Redis comme un cache. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer par une démonstration qu'on va pouvoir faire beaucoup plus que ça. L'autre richesse qui a fait aussi que Redis est très utilisé, c'est que vous avez des librairies clientes pour tous les langages de programmation. Alors je dis tous les langages de programmation, ce n'est pas le cas, mais vous avez vraiment une grande variété. Ah oui, j'ai PLSQL qui est également là. Vous avez vraiment des langages d'autres. Il y a Zig aussi, que je n'ai pas mis ici. Donc il existe des librairies. Et pourquoi il existe des librairies dans tous les langages? C'est que le protocole d'interaction avec Redis est très simple. C'est un protocole texte. Vous ouvrez une socket TCP/IP, vous envoyez un protocole très simple qui est basé sur du texte, qui va vous renvoyer du texte, et vous avez juste à parser ça. Si vous êtes intéressé pour connaître pourquoi c'est un protocole texte, c'est pas du binaire, le binaire c'est plus rapide, etc., moi là-dessus, je n'ai pas d'avis. Par contre, Salvatore Antires a écrit un blog post en expliquant chacune de ses décisions en termes de design de la base de données. Les structures sur le réseau, les structures en mémoire, comment il manipule ces librairies, la mémoire en C. C'est quelqu'un qui pense qu'il y a une chose, c'est la performance. Moi, en tant que développeur d'application, la performance me plaît et la simplicité d'utilisation me plaît également. Et donc, dans la simplicité, ça va être la richesse des langages. Donc, j'ai démarré un Redis dans un Docker, mais vous pouvez le démarrer de plusieurs façons. Vous pouvez le démarrer de façon native sur votre poste, c'est un programme en C, vous le compilez, vous le démarrez. Vous avez du Docker, vous avez des Redis as a service sur le cloud, fournis par Redis, fournis par Google, fournis par Amazon, fournis par Azure, fournis par des sociétés comme Even. Donc c'est une base de données ou un cache qui est très facile d'accès. Donc là, je vais juste vous montrer 2-3 commandes. Donc, je vais me connecter à Redis. Par défaut, j'ai démarré Redis sur le port 6379, qui est le port par défaut. Et si je veux stocker quelque chose dans la base de données, je fais un set conf devox. J'ai stocké quelque chose dans la base de données qui s'appelle la valeur. La clé, c'est conf, et le nom, c'est devox. Donc là, je vais le voir par la ligne de commande. Si je voulais le faire, quand je vous expliquais que c'était un protocole réseau, simple, si je fais un telnet 6379 et que je fais get conf, voilà, ça me renvoie la valeur. Ça veut dire $6, la longueur, donc c'est une chaîne de caractères qui fait 6 et c'est la valeur qui est stockée dans la base de données. Si je fais del conf, normalement, si je ne me suis pas trompé, la base de données, la donnée a été supprimée de la base. Donc le protocole que vous allez utiliser, si vous avez le courage d'écrire un client en COBOL, par exemple, il suffit de parser ces chaînes de caractères. Peut-être qu'il existe, vérifiez avant. Alors, il y a cet outil à la ligne de commande qui est très utilisé, et vous avez également un outil qui est développé par Redis, qui est Redis Insight, qui est un outil graphique qui vous permet de vous connecter à vos instances Redis. Alors, quand je dis vos instances Redis, c'est-à-dire que si vous voulez rajouter une base de données, vous voyez, vous allez pouvoir vous connecter de façon locale sur votre machine, vous connecter à un AWS, à un Redis Enterprise Cluster, à un Redis Cloud Pro, etc. Parce que vous allez avoir plusieurs fonctionnalités. Ce qui est important quand on va se connecter, par exemple, à un Redis Enterprise Cluster, c'est que dans ma démonstration, j'utilise un seul process qui est dans un Docker. Donc si ce process tombe, je perds ma base de données ou je perds mon cache.
le temps que je redémarre, parce que c'est écrit sur disque. Si vous travaillez avec un cluster, vous allez avoir la réplication, peut-être le sharding, donc la répartition des clés sur plusieurs nœuds qui vont être gérés pour ça. Donc la façon dont on va se connecter à une base de données peut varier en fonction de l'environnement que vous avez. Là, je me suis connecté localement. Et Redis Insight fournit deux choses. C'est qu'il va fournir quelques outils pour faire un petit peu de monitoring, comprendre ce qui se passe dans votre base, mais également un outil pour manipuler les données. Vous voyez, si je rajoute une clé ici, je vais rester simple, je reprends la même, conf, Devoxx 2021. J'ai sauvé la base de données, je requête, je peux modifier. Donc c'est juste simplifier cette partie-là. Vous avez même accès au shell ici s'il faut, si vous voulez. Si je fais un get, je crois que je l'ai appelé. Donc là, vous allez avoir l'équivalent du shell. Donc ça, c'est vraiment utile. Moi, quand je développe avec Redis, j'ai toujours cet outil qui est connecté, que je viens interroger en fonction de ce que je vais insérer dans la base de données pour voir ce qui se passe. Je ne l'utilise pas pour faire du monitoring en prod. Il y a d'autres outils pour le faire. Vous pouvez intégrer avec Prometheus, vous pouvez intégrer avec d'autres outils s'il y a besoin. Et on verra par la suite les différentes parties de cet outil. Donc si on regarde un petit peu la façon dont le type de use case qu'on peut faire avec Redis, en fait, vous allez pouvoir, comme n'importe quelle personne qui parle d'une base de données, on va pouvoir faire à peu près tous les use cases, mais ça va être plus ou moins simple en fonction de la base de données. C'est-à-dire que faire de l'analytique sur une base de données relationnelle, c'est top. Faire du très intensif en transactionnel, écrire des millions d'opérations par seconde dans une base de données transactionnelle relationnelle, ce n'est pas nécessairement aussi performant que dans du Redis ou dans du Cassandra ou des choses comme ça. Donc quand j'ai dit que ça supporte tous ces use cases, ça va être plus ou moins simple. Par exemple, si on parle de location-based processing, c'est relativement simple parce que vous allez pouvoir stocker un point GPS à l'intérieur de Redis et demander quelle est la position de tel ou tel objet. Il y a il y a une application, je crois que c'est Lime, mais si je dis une bêtise sur le produit, mais l'équivalent de Lime des trottinettes électroniques qui utilise Redis comme base de données pour savoir où sont et envoyer des notifications aux différents utilisateurs pour la partie géo. Beaucoup d'événements, pas énormément de données, ce n'est pas des terras et des terras de données au bout du compte. Pour l'analytique derrière, il peut en avoir, mais pour le traitement de la location, de retrouver une trottinette, c'est relativement simple. Par contre, si on prend l'équivalent d'ici de créer des index secondaires, de faire de la recherche, bah, c'est possible avec Redis. On verra qu'il y a plusieurs façons de le faire, mais si on le fait avec le cœur du produit que je vous ai montré, c'est relativement compliqué parce que vous allez devoir avoir la donnée avec le hash, par exemple nom, prénom, email. La clé, ça va être mon numéro d'employé. Et si je veux retrouver toutes les personnes qui sont nées en 1973, bah, soit je scanne tout, ce qui n'est pas performant, soit je dois créer moi-même un index et trouver comment le requêter, etc. Ce qui a été fait et ce qui continue d'être fait énormément sur Redis quand les gens veulent vraiment de la performance. Ils créent leur propre moteur d'indexation, pas full text, mais pour de la recherche des index secondaires, en fait, très rapidement. Ça vous demande un petit peu de travail en termes de programmation, mais c'est tout à fait possible. Et en fait, ma démonstration, mon projet que je vous montre, c'est de voir qu'avec Redis, en utilisant des extensions, vous pouvez créer tout type d'application et que c'est en fait une base de données multimodèle, c'est-à-dire que ça va partir du clé-valeur et on va pouvoir faire d'autres choses. Donc en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai démarré j'ai un Docker Compose qui contient plusieurs projets. Ces projets sont sur GitHub, avec une base de données relationnelle, une base Redis et des services associés pour construire une application dans laquelle je vais vous montrer plusieurs choses. Donc l'application, en fait, c'est une base de données de film que vous voyez ici, normalement. Voilà. Cette base de données de film, en fait, elle est basée sur du MySQL. On va considérer que c'est une application legacy, c'est-à-dire que vous avez une application qui stocke des informations dans un système relationnel. Je ne vais pas discuter sur les capacités de la base relationnelle, peu importe. Est-ce que c'est suffisamment puissant? Bien sûr. Est-ce que c'est suffisamment flexible? Oui. Par contre, vous, en tant que développeur d'application, vous n'avez peut-être pas accès à cette base de données pour modifier le modèle de données, pour insérer des nouveaux champs, pour faire des nouvelles requêtes, de type de requête ou des choses comme ça.
Donc l'idée, ça va être de voir comment on peut moderniser une application avec Redis comme base de données NoSQL. Mais malgré tout, je ne peux pas vous montrer Redis sans parler du cache, puisque ça reste le cas d'usage principal que vous allez trouver sur le projet. C'est comme ça que vous allez généralement commencer l'utilisation de vos données. Et en fait, je vais commencer par vous montrer cette application-là. En fait, vous voyez ici, je récupère des données, et là, j'ai une API qui appelle OMDB. OMDB, en fait, c'est une API publique qui va chercher dans IMDb, dans Rotten Tomatoes, etc., la note des films, en s'appuyant sur l'ID sur IMDb. Donc j'ai besoin d'une clé pour pouvoir appeler cette API, et après j'ai besoin d'appeler le web service. Et vous vous doutez bien que quand je vais afficher ici le résultat, la note, l'évaluation, la note donnée par les utilisateurs, elle ne change pas toutes les secondes. Donc il vaut mieux que j'évite d'appeler trop souvent mon API, pour des questions de coût, si vous devez payer au nombre d'appels, ou simplement pour des questions de performance. Donc je vais mettre en place un cache pour appeler ce service-là. Mais avant de ça, j'ai besoin de configurer ma clé. Ce que j'ai choisi sur mon application, c'est d'utiliser Redis pour stocker ma clé. Donc là, je sauve, et je vais aller dans Redis ici, je vais aller dans mon browser de clés, et vous voyez, je vais simplement utiliser une base de données qui est très rapide, très simple à accéder pour stocker ma configuration. Au lieu de mettre ça dans les fichiers, etc., j'utilise une base de données. Après, c'est un choix comme un autre. Hein. Et la façon dont j'ai noté, vous voyez, j'ai tiré ms pour microservice, config. En fait, comme on n'a qu'une clé dans Redis pour accéder à l'information, souvent on va utiliser un système de préfixe, suffixe, donc quelque chose, . Donc ms, ça va être le nom d'application, config pour dire que c'est la configuration. Et ce qui me permet maintenant, si j'ai besoin, par exemple, de rajouter dans ce hash en disant l'environnement, c'est la prod. L'avantage de faire des démos, c'est qu'on est tout le temps en prod. Et on n'a jamais de problème. Donc j'ai rajouté une valeur. Si je vais voir à quoi ça ressemble, je vais faire un get. Alors, ici, je vais juste pour montrer get. Si je fais un get de ms-config, il va me dire « Ah, ce n'est pas le bon type, ce n'est pas la bonne opération », puisque chaque type de donnée va avoir son opération. Pour pouvoir requêter cette donnée-là, je vais faire un hashgetAll, par exemple, qui va être l'équivalent, si on parlait relationnel, de select étoile, que vous pouvez avoir énormément de champs, ms-config. Donc j'ai mes valeurs, et si je recherche qu'un seul champ, je vais pouvoir faire hashget env, hashget ms-config, et le fil qui m'intéresse. Donc c'est ce qu'on va utiliser généralement quand vous avez des gros volumes de données. msconfig, je vais récupérer qu'une seule valeur. Donc j'ai stocké ma configuration. La façon dont je l'ai stocké, c'est une application qui mélange du Java et du JavaScript. Si je clique ici, hop, on va aller voir le code. C'est relativement simple. Donc j'utilise un client qui s'appelle Jedis, un client Java parmi d'autres. Et je récupère dans le connection pool la ressource, et j'ai ma clé, je récupère la clé, ou je sauve ma clé dans ce cas-là. Donc j'ai fait un hash set, donc sauver la base de données, et à un endroit, je vais le lire de la même façon. Maintenant, si je retourne sur mon film, l'appel a lieu, et vous voyez, ça a pris 950 millisecondes. Chaque fois que je vais cliquer ici, je vais rappeler le web service. En tout cas, je vais rappeler mon web service interne pour voir si j'ai une donnée. 50 millisecondes, 54 millisecondes. Ça, c'est le nombre d'appels que je fais au vrai web service qui est à l'extérieur. Pour l'instant, je ne cache rien. C'est-à-dire que si je rafraîchis ici, j'ai toujours que 2 valeurs. Par contre, ce que je vais faire maintenant, je vais activer le cache. Je vous montrerai le code dans une seconde. Je rappelle. Là, il va appeler le web service, mettre le résultat dans Redis. Si je rafraîchis ici, si je retourne sur la partie qui est là, j'ai bien caché quelque chose. Vous voyez, ms-cache, l'IT, web service, avec l'identifiant du film et les valeurs qui sont ici. Maintenant, quand je vais appeler l'API, je ne vais plus appeler le web service, donc logiquement, ça va être beaucoup plus rapide. Alors, généralement, on considère qu'une latence normale dans Redis, c'est autour de 1 milliseconde ou moins. Alors, évidemment, ça va dépendre du volume de la clé que vous mettez, mais si vous avez des petits volumes de données et que vous êtes à 2-3 millisecondes, il y a un problème. Alors, ce n'est pas nécessairement un problème pour votre application, et vous allez dans ce cas-là pas regarder, mais à l'échelle, ça peut le devenir. Donc là, j'ai stocké ça dans ma base de données, dans Redis, et vous voyez le nombre de calls, le nombre d'appels à mon API,
ne change pas. Donc je ne consomme pas, entre guillemets, mon volume d'information. Si je vais sur un autre film, hop, si je vais sur un autre film, je vais cacher exactement. Donc là, j'ai un 8e appel, et maintenant, je me retrouve avec 2 entrées dans ma base de données. Donc j'ai vraiment caché l'information, c'est très rapide, et vous voyez ici, il y a un TTL de 120 secondes. Automatiquement, au bout de 2 minutes, cette clé va être supprimée de la base de données. Parce que dans la complexité de faire du cache, ce n'est pas de cacher l'information, c'est de savoir est-ce que la donnée que j'ai dans mon cache est valide ou invalide. Dans mon cas, ce n'est pas très grave, je n'ai pas besoin d'invalider le cache à la milliseconde près, je vais juste dire je le cache pendant un certain nombre de secondes. Et donc la façon dont j'ai fait ça, c'est que dans mon application, si je regarde mon code dans mon application, lorsque je récupère, je vais appeler un web service. Donc je récupère l'API, là c'est l'URL de mon web service. Je vérifie, alors puisque j'ai ma petite toggle box qui dit est-ce que j'utilise un cache ou pas, j'ai rajouté cette petite notion. Donc si j'ai le cache, je vais chercher dans Redis. Si Redis ne me renvoie rien, ça veut dire qu'il n'y a rien dans la clé. Je vais appeler mon web service, que vous voyez ici, et j'incrémente le nombre d'appels. Donc il y a des commandes spéciales, vous voyez, c'est que je fais un incrément d'une donnée dans ma clé. Et si je regarde où est-ce que ça a été incrémenté ici. Vous voyez ici, vous avez le nombre d'incréments. Donc je modifie une valeur de façon unique en utilisant un incrément dans ma clé Redis, dans la clé qui est derrière un hash. Et je vais travailler comme ça. Et à la fin, ici, je vais lui dire, avec le résultat, donc tu mets le résultat H7 à telle clé et tu mets un TTL, donc le time to leave, de 120 secondes. Donc là, vous avez du cache. En gros, c'est 4-5 lignes de code pour rajouter un cache à votre application. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est quand est-ce que vous voulez que la valeur soit invalidée. Qu'est-ce qui rend la valeur valide ou pas dans votre application. Donc là, j'ai fait une première partie de mon appli, c'est qu'une application qui fait appel à un service tiers, qui fait appel à un service web qui est sur Internet, je mets dans Redis pour accélérer. Donc descendre en dessous de quelques dizaines de millisecondes ou centaines de millisecondes à moins de 2, moins de 3 millisecondes de façon constante. C'est-à-dire que le truc, c'est prédictif avec Redis. Et une fois que vous connaissez la performance, si votre cluster Redis est bien taillé, ça restera comme ça tout le temps. L'idée suivante, c'est de se dire, bah oui, mais c'est top ton application, mais ce que j'aimerais bien, c'est un peu la moderniser. Je voudrais pouvoir faire de la recherche full text, je voudrais pouvoir enrichir la base de données avec des nouveaux champs, faire des requêtes analytiques ou statistiques, entre guillemets. Redis, pour ça, fournit des extensions qu'on appelle des modules. C'est-à-dire qu'en plus du cœur du Redis, il y a un système d'extension qui a permis de faire un moteur d'indexation, qui a permis de faire un moteur de base de données graph, un moteur de base de données JSON, etc., sur le même principe d'utiliser le moteur qui est très performant en mémoire et en créant des opérations qui sont spécifiques. Et c'est ce que j'utilise pour faire cette application. Si je reviens sur la page ici, c'est que je vais fournir une interface web, que vous voyez là, dans laquelle je vais faire de la recherche full text, de l'agrégation et des choses comme ça. Mais pour ça, il faut que j'indexe ma base de données. Et donc, la première chose à faire, c'est comment je maintiens à jour ma base de données relationnelle, qui est mon système legacy, avec mon système moderne, dans lequel mon application qui va peut-être être exposée sur Internet. On pourrait imaginer que ce catalogue-là, c'est votre catalogue en interne, et vous ne pouvez pas l'exposer sur Internet parce que ça vous coûterait trop cher d'exécuter une base DB2 directement avec vos millions d'utilisateurs sur Internet. Ça peut être une raison pour laquelle on va faire ça. Donc je vais synchroniser mes données avec une base de données qui va être un front-end, donc une base de données pour la prod sur le web. Donc il y a plein de façons. On peut faire un import-export, ce qui n'est pas top. Et là, ce que j'ai fait, en fait, j'utilise une technologie qui s'appelle Debezium, que vous connaissez peut-être, qui est du CDC, du Change Data Capture, qui capture toutes les transactions de la base relationnelle, les met sur un stream, sur un flux. Je consomme ce flux et je le mets dans Redis. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont utiliser Kafka pour faire ça. Quand on est Redis, on utilise Redis Streams parce qu'il y a une structure de données qui est un flux. Donc je vais lire les transactions et je vais poser ça sur un stream Redis, qui est une structure de données particulière dans Redis. Pour faire ça, je vais activer un premier service qui est prendre les transactions de la base de données, les mettre dans Redis sous forme de flux.
Une structure qui va capturer tous mes événements. C'est de l'event sourcing, en fait, où la transaction est l'event. Et c'est Debezium qui va me donner ça. Donc Debezium, c'est un projet open source de chez Red Hat. Donc je vais démarrer ce service. On va le voir tourner derrière, et on va voir que, normalement, il a inséré les données. Ça a déjà eu lieu. Donc il insère les données dans la base. Mais il n'insère pas les données pour l'instant de façon structurée, il les insère sous forme d'événements. Si je vais dans Redis Insight, hop, et que je vais sur ma base browser, alors que je rafraîchis, vous voyez, j'ai Event, Inventory, Movie, Acteur, etc. Si je vais sur Movie, il me dit je ne sais pas le lire parce que c'est une structure qui est plus complexe ou qui est différente, il faut que je clique sur Streams. Et ici, j'ai Streams. Je prends Acteur, par exemple. Je vais voir qu'il y a un certain nombre de champs, donc first name, last name, c'est bon, ils y sont, les deux. Donc en fait, là, ça a pris toutes les transactions qui ont eu lieu dans ma base de données MySQL, et ça a rejoué ça et inséré ça sous forme d'événement. Si je modifie une donnée dans ma base de données, je vais aller sur l'acteur, dans la partie SQL, je vais changer ce premier acteur et je vais l'appeler Christopher. Donc là, croyez-moi, c'est une base MySQL derrière, donc ça va faire un update, ça va générer une transaction qui va être lue, posée sur le stream. Hop, je vais ici, et hop, on voit arriver l'acteur ID Pratt Christopher avec, normalement j'ai rajouté le type d'événement que vous pouvez voir sur les champs qui sont derrière. Donc là, on est vraiment, pour ceux qui font du Kafka, très proche du principe. Je vois plus tous les événements, mais donc on a le type d'événement avec des métadonnées, la clé et un flux d'événements. Maintenant, quand j'ai besoin de consommer ça dans une application, que ce soit dans Redis ou ailleurs, j'ai tous les événements de ma base de données qui vont être mis à jour. La chose que je veux faire, c'est que je veux rajouter une capacité à faire une recherche full text, à faire un petit moteur d'indexation de facet search, par exemple, très simple, très rapide, mais très simple. L'idée n'est pas d'indexer 60 Tera de données. Pour ça, vous prenez un élastique. Là, c'est juste quelques milliers, même pas quelques centaines de données, mais quelques milliers, ça marchera, sachant que tout est en mémoire. L'intérêt de Redis, c'est que pour garantir les performances, il va monter tout en mémoire, sauver sur disque pour des questions de persistance. Mais par contre, l'idée, c'est d'utiliser la mémoire de votre machine le plus possible. Donc, je vais activer un deuxième service qui va prendre les données du stream et les mettre dans ce qu'on appelle Redis Search. Il va faire des hashes, comme je vous ai montré pour la configuration, et va indexer certains fields en fonction d'un index que je vais avoir créé sur ces champs-là. Donc, je vais activer le service de stream vers Redis Search. Et vous voyez, derrière, il est en train d'indexer les choses. On voit create index, create FTS, etc. Donc, il crée les FTS et full text search. Et si je regarde le code, la façon dont ça fonctionne, c'est que j'utilise les commandes qui viennent du stream pour lire les événements dont j'ai une boucle. Je lis un message, je vais écrire update search pour l'acteur, donc je vais écrire dans l'acteur et je vais dire ce message, je l'ai lu. Parce que comme Kafka, on veut lire qu'une seule fois, on veut garantir. Tant que je n'ai pas fait le processing du message, je ne veux pas le faire. Hop. Et si on regarde la façon dont je gère le truc, donc je fais des puts, et quelque part, je ne me souviens plus où c'est, mais je vais insérer dans la base de données. Ouais, index document. Tu le vois là? Tac, tac, tac. Index document. Et là, je vais appeler la commande d'indexation qui va être, je crée juste un hash, et comme j'ai créé un index dessus, il va indexer les champs. Donc là, j'ai copié dans ma base de données tous les films, tous les acteurs, sous forme de hash. Si je rafraîchis ici, c'est bien. Si je rafraîchis ici, ah non, je suis sur le stream, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, si ma démo ne marche plus. Vous voyez, donc ça a pris les champs de la base de données. Alors j'ai écrit du code qui transfère ça, mais l'idée c'est j'ai utilisé JDBC template dans Spring pour récupérer de l'information. J'ai choisi les champs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer ce film. Le film, il est
369. Je vais changer le film 369 dans la base de données, faire le même principe que tout à l'heure. 369. Et je vais changer la date. Derrière, ce qui s'est passé, c'est que ça a pris la transaction par Debezium, mis sur stream, envoyé sur ma base sur mon hash dans Redis. Si je rafraîchis, on a bien 1977 maintenant. Vous pourriez imaginer utiliser Redis sans cette partie-là. C'est-à-dire que comment vous voulez mettre à jour votre base relationnelle, votre Elastic, comment vous voulez remplir votre MongoDB, etc. Vous pouvez passer par ça sans avoir à mettre en place un Kafka qui est très gros. Si vous avez déjà un cache Redis, le type de données stream fait partie des codes, du natif dans Redis. Alors, ma façon de dire les choses, c'est quand on a un marteau, on voit des clous partout. Donc quand on a du Redis et qu'on travaille pour Redis ou qu'on a travaillé par Redis, on fait tout avec Redis. Donc je fais la recherche avec Redis, avec Redis Search, qui est un moteur d'indexation, qui va me permettre de faire une petite recherche si je veux chercher tout ce qui concerne Star Wars, mais qui ne parle pas de Jedi. Alors, qui ne parle pas de Jedi. Donc vous avez une syntaxe qui va dire tout ce qui contient Star, mais qui ne contient pas de Jedi, et ça va chercher dans l'index. Et là, je n'ai pas, moi, besoin de programmer particulièrement. La seule chose que j'ai à faire, c'est écrire une requête qui s'appuie sur un index full text. C'est-à-dire que quand je veux faire ce type de requête, ou quand je veux faire une index, un truc un peu plus compliqué, où je prends les champs et j'agrège les champs pour faire une facette et trouver tous les films qui sont des comédies qui ont été réalisées entre 90 et 2000 et qui ont un rating particulier, ben, je vais pouvoir jouer avec ça. Et vous voyez, la requête qu'on va générer pour Redis, c'est ça. C'est cette requête-là. En fait, je lui dis, tu utilises les commandes, puisqu'à chaque fois qu'on a un type de données, c'est des commandes particulières dans Redis. Donc un module vient avec ces commandes. ft.search, le nom de l'index, et après la requête, entre guillemets, de recherche ou d'agrégation. Donc là, si je prends cette commande et que je la mets dans mon shell, il va bien me renvoyer. Alors toujours avec les structures à la Redis, c'est-à-dire que c'est du hash avec une clé, une valeur, sur plusieurs niveaux, puisqu'on a le film et après les attributs du film. Donc je vais pouvoir faire ce genre de requête relativement simplement. Et la façon dont en fait, on installe ou on utilise Redis, c'est que c'est un module particulier. Donc si je vais dans la communauté ici, vous avez plein de modules différents. C'est-à-dire que vous allez avoir Redis, le cœur, et au-dessus desquels vous allez pouvoir installer Redis Search, Redis Time Series, donc pour faire des requêtes autour des time series, Redis Bloom pour faire des Bloom filters, donc optimiser, vérifier si vous avez une donnée ou présente ou pas dans une liste. Si vous voulez faire par exemple une liste une blacklist d'adresses IP, et de façon très très efficace qui va prendre très peu d'espace en mémoire, vous allez utiliser un Bloom filter. Redis Graph, Redis JSON. Redis JSON, c'est utiliser des documents dans Redis et pouvoir requêter, y compris avec la partie nested, donc pouvoir organiser des documents avec plusieurs niveaux. Et alors, quand j'ai quitté Redis, c'était en cours d'implémentation. Je crois que maintenant, il y a une bêta. Redis JSON est intégré avec le moteur d'indexation maintenant pour pouvoir faire le même type de recherche que je vous ai montré. Redis CI, c'est pour stocker des modèles. Et Redis Gears, c'est un système de fonctions que vous allez pouvoir exécuter dans le moteur de façon distribuée pour faire du processing de façon asynchrone, un petit peu comme du serverless ou des fonctions que vous allez faire tourner dans la base de données qui va être liée à des événements de votre base de données. Quand vous avez un nouvel événement qui est créé ou de façon automatique sur un trigger, un cron ou des choses comme ça. L'idée va être, si j'ai par exemple ici, sur cette donnée-là qui fait l'agrégation et qui va faire des calculs comme cela, par exemple, je veux pouvoir trouver tous les films, ben, chaque fois que je vais avoir une mise à jour, on pourrait faire de la préagrégation. C'est-à-dire que cette requête-là, elle ne va pas changer tout le temps.
Donc je voudrais que le résultat soit calculé automatiquement. Ben, je peux le faire en utilisant Gears, qui va lancer la recherche de la requête d'agrégation. Et la requête d'agrégation va être très proche de ce que vous avez pour un search. C'est-à-dire que si je vais ici dans mon browser sur Redis Search, je vais pouvoir faire une recherche en lui disant sur l'index, alors c'est une requête d'agrégation, c'est sur l'index movie. Et la requête va être, je veux faire une agrégation où je vais grouper par l'année, je vais compter, je vais faire la somme et je vais trier par les années de façon ascendante. Donc pareil, hein, c'est toujours pareil avec les requêtes, les outils d'indexation de requêtes, il y a un petit peu de langage à apprendre, mais c'est relativement... au début, on a un peu de mal et petit à petit, on s'y fait facilement. Par contre, ça reste... Pour des cas d'usage qui sont relativement simples, ça n'a pas la richesse fonctionnelle d'un élastique, en termes d'agrégation, en termes de volume de données surtout. Mais sur cette base de données-là, l'avantage, c'est que je n'ai rien besoin d'installer, en fait. C'est-à-dire que j'ai démarré un serveur Redis et ça gère mes quelques centaines, milliers de données dans mon catalogue. De la même façon, dans cette démonstration-là, j'ai un service qui va utiliser un autre modèle, j'ai oublié de le mettre en place, qui est un modèle graph. Et le modèle graph s'appuie sur le langage de programmation Cypher, qui est le même langage que Neo4j. En fait, Neo4j, c'est entre guillemets la référence en base de données graph pour la plupart des développeurs. Ils ont un langage de requête, et ce langage de requête, ils l'ont open sourcé, en fait. Et GitHub, Redis Graph utilise ce langage pour le requêtage. Et la façon dont on va interroger, alors je n'ai pas fait d'interface machine sur cette partie-là, mais si je fais une recherche, par exemple, j'exécute en disant « trouve-moi sur le graphe qui s'appelle IMDB », donc c'est un index, tout ce qui contient l'acteur ID numéro 1, ça me renvoie une valeur. Cette valeur, l'acteur ID, il renvoie un certain nombre de champs. Christopher Pratt, vous voyez, il a bien pris Christopher. Si je change, pour continuer la démo sur le même principe, si je rechange et que je mets Christophe avec 2 F, et je retourne sur mon Redis Graph Insight, je rafraîchis. Sur le même principe, vous voyez, Christophe a bien été mis à jour. Et la particularité d'un graphe, c'est que vous avez un réseau de données. En fait, vous avez des points, des données et des liens entre chaque, et vous allez pouvoir naviguer soit par requête, soit en découvrant. Alors ça génère des requêtes pour vous. Et ça a été beaucoup utilisé par la communauté de Redis pendant le Covid pour s'amuser à trouver des données, des statistiques, comment se propageait, les choses comme ça. Donc là, je vais aller voir les films dans lesquels telle personne a joué dans tel film avec telle autre personne. Ici, j'ai une requête un peu plus compliquée qui va dire « trouve-moi dans ma base de données tous les films avec Tom Cruise ». Et en fait, ce que je veux pas, c'est pas tous les films avec Tom Cruise, c'est tous les acteurs qui ont joué avec Tom Cruise dans des films et donne-moi les films. Donc en fait, quand on vient d'une base relationnelle, à la rigueur, c'est un peu tordu d'aller sortir ça dans le graphe, etc., puisque dans la base relationnelle, je vais pouvoir le faire. Mais si on garde le principe que ma base de données, c'est mon catalogue qui est sur mon système d'information qui est fermé, et ce que je veux, c'est une base ultra rapide pour Internet, qui peut scaler, etc., ça présente énormément d'intérêt. Et là, je vais bien avoir la requête qui va aller chercher tous les films avec le nom des acteurs, et donc ce sont tous les acteurs qui ont joué avec Tom Cruise. Donc en quelques exemples, je vous ai montré du multimodèle, et sur la partie graph, si je vais dans le code, en fait, quand je reçois le message, vous voyez le merge qui est en haut en ligne 219. En fait, c'est la requête Cypher qui me permet de faire un update ou une création d'entrée dans mon graphe. Donc vous allez pouvoir utiliser très facilement plusieurs modèles de données en tirant parti vraiment de la partie base Redis, qui est très facile à mettre en place, très facile à démarrer. La façon dont je l'ai démarré dans mon cas, c'est que j'ai utilisé une image Docker qui contient tous les modules. Mais après, on peut choisir de démarrer ou d'installer un seul module à la main, qui est une librairie C que vous montez, en fait. C'est-à-dire que si je vais ici, dans la configuration, on voit les différents modules qui sont installés sur ma base.
Et en fait, quand vous voulez installer dans votre base Redis un module, si vous avez la version Enterprise, c'est juste quelque chose que vous cliquez. Si vous utilisez la version communautaire, il vous suffit d'aller chercher le module dans la communauté GitHub, sur la communauté dans GitHub, et installer le module en faisant un module load ou par configuration. Voilà un petit peu le côté multimodèle, développement, démo. Donc là, il reste 4 minutes pour les questions. Oui ? Le module stream, il apparaît quoi ? Parce que stream, c'est une donnée native. En fait, je l'ai mis effectivement dans ma présentation parce que c'est un peu particulier comme structure de données. Mais si on regarde stream, en fait, c'est une structure de données qui est arrivée dans Redis 5. Donc, à partir du moment où on est au-dessus de Redis 5, on peut faire du streaming. Oui ? Alors la question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir un connecteur qui va notifier une application quand un événement arrive dans Redis? Alors, la façon dont moi je le ferais, je passerai par Redis Stream. C'est-à-dire que j'aurai un consommateur dans mes applications qui sont alertés, où en fait, ce que tu peux faire, c'est utiliser Redis Gears, qui va capturer tes événements, et après, tu appelles ton appli. Capturer l'événement, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est comment je signale à mon application qu'il y a une nouveauté, en fait. Mais il y a des façons de connecter. Oui. Dans la recherche de texte, est-ce qu'il y a une notion de pertinence? Il y a une notion de pertinence, oui, mais qu'on ne peut pas influencer plus que ça. Et on supporte le multilangage. Oui, aussi. Oui. Alors, le stream est résilient, oui. En fait, alors, on va parler de la résilience dans Redis. Que ce soit, peu importe la structure de données. Le principe, en fait, c'est que Redis écrit en mémoire, et en fonction de votre configuration, on va écrire sur disque. Si vous pouvez dire, je n'écris pas sur disque. Et vous pouvez dire aussi, je réplique. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler la résilience? C'est-à-dire que si vous n'avez qu'un seul process et que vous écrivez que en mémoire, si ce process tombe, vous avez perdu la donnée. Si vous écrivez sur disque, vous pouvez redémarrer. Si vous avez une réplication, vous allez pouvoir vérifier. Donc, en fait, c'est plus sur cette partie-là. C'est résilient, c'est sur disque. Là, si je redémarre mon serveur, les données seront là. C'est-à-dire que si je tue mon Docker... Alors, le module, tu parlais du module qui copie les données. Alors ça, c'est un petit peu différent parce que la question était autour de comment je copie les bases de données. Là, j'ai triché parce qu'en fait, ce que j'utilise, c'est Debezium. Debezium fait le heavy lifting dans ma démo sur la partie données. Cet outil-là va lire le transaction log. Alors ça va dépendre de chacune des bases de données et en fonction du type de base de données, va écrire ou pas sur disque cette partie-là. Donc la partie, une fois que c'est dans Redis, je sais exactement comment ça marche. Avant, ça va dépendre des connecteurs et en plus, par défaut, Debezium peut être connecté directement à Kafka. Ce qui n'est pas mon cas là, je n'ai pas de Kafka là. Très bien. En fait, il y a la sécurité dans Redis. La sécurité dans Redis, alors tu peux t'authentifier. Ah oui, alors très bien. J'ai eu un doute, là j'ai eu un trou. Avant Redis 6, tu pouvais mettre un mot de passe, et uniquement un mot de passe. Et une fois que tu avais accès à la base de données, tu pouvais tout faire sur la base de données. À partir de Redis 6, tu as la notion d'ACL, Access Control List, de username et de password. Donc tu vas pouvoir authentifier et donner des droits. Ah, j'aurais pu montrer ça, j'avais oublié. Dans la démo, je ne l'ai pas utilisé. Mais tu vas pouvoir utiliser... Et ça arrive dans Redis 6. Tu vas pouvoir créer un utilisateur et donner des droits aux utilisateurs. Alors c'est pareil, les droits vont être gérés avec une syntaxe un peu particulière. Voilà, par exemple, cet utilisateur-là va avoir le droit d'accéder à toutes les données qui commencent par cache en lecture, mais uniquement en lecture.
Et après, tu vas pouvoir, alors ça c'est pour l'authentification et les droits, tu vas pouvoir sécuriser avec SSL aussi sur la partie connexion réseau. Une dernière question. Redis ne fournit pas de moyen de chiffrer. Il y a peut-être un module dans les modules open source, mais Redis ne chiffre pas, non. 37 secondes. Non, je trouve que ça a dépassé. C'est passé. Alors la question, et après j'arrête, c'est à quel moment il est plus intéressant d'utiliser Redis Graph plutôt que Neo4j ou l'inverse. Si tu as déjà Redis, ça t'évite d'avoir un autre produit à installer. Si tu as une application qui tourne déjà avec Neo4j, tu ne vas pas la passer sur Redis Graph. Non, parce qu'en fait, le problème, il y a même une optimisation sur la partie graph. Je pense que ça scale plus que Neo4j. Alors je m'arrête. Par contre, je suis disponible après en off. Il faut qu'on vous laisse le temps de... Merci.